Alors nous allons passer à la dernière phase de ce procès avec donc les plaidoiries. Nous devons, juridiction de jugement, prononcer notre jugement normalement à 17h. Donc nous n'avons pas beaucoup de temps, il nous faudra quand même le temps de délibérer. Donc je vais être obligée de demander à chaque partie d'être la plus brève possible, étant donné que peut-être que les demandes de la partie civile vont rejoindre celles du ministère public ou celles du ministère public, celles de la partie civile, et qu'il faudra quand même que l'État puisse avoir le temps de se défendre. Donc je vais tout d'abord donner la parole à Maître Henri Leclerc pour les parties civiles. Merci Madame la Présidente. Je représente ici d'abord un certain nombre d'associations que vous avez énumérées au début de votre audience. Ces associations se battent depuis des années, analysent les faits. Ils sont connus. Ce qui a été rapporté ici aujourd'hui est connu de tous. Alors, comment se fait-il qu'une telle situation continue? Parce que je représente bien sûr surtout les intérêts des enfants. Tout le monde sait qu'ils ont subi un préjudice. Mais nous sommes obligés de nous interroger. Je parle pour eux, je ne parle pas en leur nom. Nous les avons vus tout à l'heure ici, et l'émotion, que même si le vieux grand-père sourd que je suis ne comprenait pas toujours très bien ce qu'il disait, mais l'émotion que nous avons eue en voyant quoi? En voyant des enfants qui sont comme les autres. Et c'est là qu'est le problème. Pourquoi ces enfants? Pourquoi les enfants? Parce qu'après tout, toute argumentation, tout problème en ce qui concerne la répression des Roms, tout cela, on peut discuter. Mais en ce qui concerne les enfants, comment est-il possible que dans notre société où on parle tellement des enfants victimes, que sais-je encore, et où véritablement des mouvements d'indignation nationale sont faits chaque fois qu'un enfant est victime, comment se fait-il que dans cette société, des enfants qui brûlent donnent droit à quelques lignes au fond d'un journal sans qu'il y ait le moindre mouvement d'indignité nationale, sans que les organes de l'État prennent position pour dire qu'il y a là quelque chose d'intolérable et d'insupportable? Comment pouvons-nous supporter que tous ces enfants aient peur? Car c'est ça le problème. Nous ne devons pas pouvoir supporter la peur des enfants. Qu'ont-ils fait, ces enfants? Qu'ont-ils fait que de venir ici? Ces enfants qui ont peur de perdre ce qui est essentiel. La vie privée, vie familiale, le lieu familial, l'endroit où ils vivent, qui ont peur en permanence quand ils sont à l'école, que pendant ce temps, ils y sont, on va en parler, mais que pendant ce temps, la police vienne et casse tout, écrase leur maison, écrase leur pauvre maison, avec les petits chiffons qui leur servent de jouets, avec leurs doudous, avec tout. Ils ne retrouvent plus rien. Ils ont peur de cela, de perdre non pas leurs parents, mais de perdre au moins ce qui est le petit environnement familial de l'enfant, ce cocon où il vit et qui est nécessaire, indispensable à sa survie. Cette peur des enfants, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas supporter. Alors bien sûr, on peut vous voter, je pourrais ici reprendre, j'avais prévu les principes fondamentaux, toutes les règles, toutes les conventions auxquelles nous dérogeons en ce domaine. Mais qu'importe, il y en a un problème de simple humanité, de dignité. Les parents ont tort, d'accord, mais les enfants, qu'ont-ils fait pour subir ce que nous leur faisons subir? Je crois qu'il y a là quelque chose d'insupportable. Alors il y a aussi quelque chose du domaine de l'impuissance. J'entendais bien les deux derniers experts, et je sentais qu'il y avait dans leurs propos, certes, plein d'espoir sur quelque chose de nouveau, quelque chose aussi d'un peu désespéré pour que cela change. Et je me pose une question. Nous avons mis en cause l'État dans cette affaire. Nous sommes un tribunal de l'opinion.
Mais n'est-ce pas au niveau de l'opinion qu'il faut d'abord poser le problème? À quoi nous sert de condamner l'État si nous ne savons pas que dans ce domaine, l'État ne fait que répondre démagogiquement à une forme d'opinion? Nous ne devons pas écarter cela. Certes, nous réussissons quelquefois, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, à changer un peu l'opinion. Mais en réalité, nous le savons bien, nous entendons bien comment, dans notre pays, et les médias portent une responsabilité, et l'État porte une responsabilité encore plus grande, au lieu de combattre une opinion qui est une opinion contraire aux principes fondamentaux de notre République, il aille dans le sens de ces principes fondamentaux, il aille dans le sens de cette position de l'opinion. Lorsque nous entendons parler des Roms, lorsque nous entendons, certes, laissons de côté ce président de la République dans un discours de Grenoble, mais lorsque nous entendons parler des Roms, lorsque nous entendons à la radio, lorsque nous entendons les débats, moi, il y a quelque chose qui sonne dans ma tête, qui résonne dans ma tête. C'est lorsque, il y a si longtemps, mais pas si longtemps que cela, on dénonçait la vermine venue des ghettos de l'Europe de l'Est. Il y a quelque chose en ce qui concerne les Roms, comme une dénonciation par principe de quelque chose qui est de l'ordre de la vermine, quelque chose qui est quelque chose de sale, de crasseux, de voleur, de méchant. Il y a là un bouc émissaire des difficultés de notre société, petit bouc émissaire par rapport, c'est vrai, à la population, mais il y a alors bouc émissaire. Et lorsque l'État montre aussi le bouc émissaire, lorsque la police se comporte comme elle se comporte, quand on détruit leurs maisons, leurs cellules familiales, comment voulez-vous que l'opinion réagisse autrement qu'en applaudissant? Il y a là quelque chose qui est la verrue, la honte de notre société. Certes, nous avions une vieille tradition en ce qui concerne les cousins lointains des Roms. Certes, dans nos villages de campagne, en Limousin, je m'en souviens, on fermait les fenêtres lorsqu'arrivaient les roulottes. Mais il y a là, je pense que cela pèse un peu dans la désignation de leurs cousins les Roms. Mais il y a quelque chose d'insupportable. Alors, à quoi bon reprendre une à une les fautes que nous avons relevées? Bien sûr, les conditions de ces expulsions ne sont pas admissibles. Et elles ne sont pas admissibles d'abord pour les enfants. Avant de casser les maisons, comment ne pas penser à ces petits-enfants qui regardent ou qui ont peur à l'école au moment où l'on casse? Comment peut-on le faire? Comment des policiers dont je suis sûr qu'ils le font en se disant qu'il faut quelque chose d'impossible, mais ils sont applaudis par la foule? Comment des maires ne pensent-ils qu'à une chose? L'important, c'est de nous en débarrasser, c'est de les envoyer ailleurs, comme s'il s'agissait d'une partie honteuse de l'humanité. Alors, on va revenir, bien sûr, au principe de droit que l'accusation va reprendre, aux statistiques. Mais en réalité, il y a quelque chose que nous sentons profondément. Il y a, dans la façon dont on traite les Roms, quelque chose qui est une atteinte à la dignité dont nous devrions tous avoir conscience. Il faudrait qu'il y ait un mouvement de conscience et qu'il y ait justement un mouvement d'opinion. Qu'enfin on dise dans ce pays, mais enfin, la devise de la République, où est la fraternité? Où est l'égalité? Et la liberté, où est-elle? La liberté de vivre, l'égalité de ceux que l'on désigne comme des crasseux auxquels on ne donne même pas d'eau pour se laver. Où est-elle, la fraternité, avec ces hommes, ces femmes et ces enfants qui font partie de la famille humaine? Alors on peut reprendre les points un à un. La santé, bien sûr. On dira, mais je voulais, pas de notre faute, ils vivent dans de telles conditions qu'ils sont malades. Mais pourquoi? Pourquoi on laisse cela? Pourquoi n'y a-t-il pas des services médicaux, justement, qui font attention particulièrement? Pourquoi sont-ils accueillis comme ils sont accueillis actuellement, souvent dans les services d'urgence? Combien de fois l'ai-je entendu? Et quand on parle effectivement des Roms délinquants, la tarte à la crème. Ah, regardez ces enfants Roms. Chaque fois que l'on parle de cette enfance, délinquance de plus en plus dangereuse, il y a les enfants Roms derrière.
les enfants roms qui viennent cambrioler, qui viennent voler. Ah, il y a des cambriolages quelque part, ah, bien sûr, il y a un camp de Roms à côté. Alors le maire dit, il faut chasser ce camp de Roms, c'est lui qui fait les cambriolages, et on va le mettre dans le village d'à côté, mais le village d'à côté dit, bon, je ne veux pas des Roms. Et on se les rejette, et on les désigne, et ainsi, nous vivons avec une population de gens dont nous nions l'existence. Alors tout cela, les enfants délinquants, moi je l'ai vu faire, j'ai vu professionnellement des enfants exploités, des enfants utilisés dans des conditions indignes, utilisés à nouveau par la police pour être en réalité des informateurs importants et résistants, ayant appris à résister, parce qu'ils savent bien que s'ils sortent, ils ne seront plus protégés. Et il y a là quelque chose aussi, qui est quelque chose d'intolérable et d'inadmissible. Alors tout cela, c'est insupportable. Oh, bien sûr, il y a le droit de propriété. Ce droit que notre Déclaration universelle des droits de l'homme a affirmé, mais alors que, affirmant d'autres droits, elle multipliait les articles pour en limiter l'exercice, curieusement, la propriété n'est limitée par rien. Le droit de propriété, c'est indispensable. Et quand la Cour européenne, dans ce bel arrêt Wittgenstein de novembre 2014, vient nous dire qu'il y a une proportion, et que cette situation abominable de ces gens dont on casse les maisons, de ces enfants qui regardent de leurs yeux carquillés partir chez eux pour aller, ils ne s'avouent, et qui après ne peuvent plus aller à l'école. Mais enfin, comment est-ce possible qu'il y ait des difficultés pour scolariser ces enfants n'importe où, que les mères ne veuillent pas reconnaître qu'ils sont résidents quand ils le sont, qu'il exige je ne sais quoi, domiciliation, etc. Comment est-ce possible? Et on se plaindra après qu'ils soient délinquants, mais, disait Victor Hugo, moi je disais fermez une école et vous ouvrez une prison, pour reprendre sa formule à l'envers. Alors ça suffit. Je demande, Madame la Présidente, que votre décision soit une décision ferme envers l'État, mais qui soit aussi une décision qui s'adresse à tous les citoyens, pour leur dire, vous êtes citoyens, les Roms sont aussi nos frères. Monsieur le procureur. Madame le Président, messieurs du tribunal, la parole du ministère public est libre, elle le sera particulièrement dans ce procès. Je suis ici pour représenter les intérêts de la société qui accuse l'État et les collectivités territoriales. La société accuse l'État et les collectivités territoriales d'avoir commis le délit de discrimination, qui est le premier délit figurant au chapitre 5 du titre 2 du livre 2 du Code pénal, qui s'intitule, Maître Henri Leclerc en parlait il y a un instant, des atteintes à la dignité de la personne. La première des atteintes à la dignité de la personne que le Code pénal réprime, ce sont précisément les discriminations, c'est-à-dire, je cite, les distinctions opérées entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Je suis ici pour vous démontrer que l'État et les collectivités territoriales ont, dans le cadre de ce qui constitue l'acte d'accusation, commis à l'encontre des enfants roms et continuent de commettre à l'encontre des enfants roms vivant dans ce pays des discriminations portant sur 4 natures. Discrimination à l'égard du droit à la famille, à la vie familiale normale, discrimination à l'égard du droit à la santé, discrimination à l'égard du droit à l'éducation, discrimination à l'égard du droit à la protection sociale. Comment est-il possible que dans la 5e puissance du monde, celle qui a, paraît-il, inventé les droits de l'homme, on ne soit pas capable de respecter les droits fondamentaux des enfants d'après les chiffres connus, 15-20 000 personnes,
car la population rome installée en France représente environ 20 000 personnes. Comment est-il possible que cette population aussi peu nombreuse ait fait l'objet en 2013 de 16 000 expulsions 16 000 expulsions, alors que en Espagne, 40 fois la population rome est 40 fois plus nombreuse qu'en France. Là où on a en France environ 16, 18, 20 000 personnes de ces origines à gérer, l'Espagne en a plus de 500 000. Et en Espagne, il ne se pratique pas ce qui se fait dans ce pays que je vais maintenant reprendre rapidement. Discrimination d'abord à l'égard du droit à la vie familiale. Tout, me semble-t-il, part de là. Tout part de là parce que les expulsions de bidonvilles, 19 000 en 2013, 14 000 en 2014. Et l'avocat de l'État dira sans doute que ce chiffre est en diminution. Si on le rapproche de la population rome dans ce pays, vous conviendrez quand même que ça fait beaucoup de monde. Une circulaire du 26 août 2012 est venue préciser que toute expulsion devait être préalablement précédée d'un diagnostic social et de la recherche de solutions d'hébergement, de relogement. Nous savons que cette circulaire n'est pratiquement jamais appliquée. Et moi, je suis ici pour requérir l'application de la loi, de toute la loi, de la jurisprudence de la Cour européenne, qui est également bafouée. L'arrêt Winterstein, que le tribunal connaît, qui a reconnu l'atteinte au droit à la vie familiale, constituée par ces mesures d'expulsion de populations nomades, anciennement installées sur un territoire, eh bien, ce refus d'accès au logement, ces expulsions à répétition, sans arrêt, toujours recommencer parce que ces familles partent s'installer un peu plus loin, et puis quelques mois plus tard, on recommence à nouveau, une nouvelle expulsion intervient, et à nouveau, on les renvoie ailleurs. Ces gens que l'on ne cesse de déplacer ainsi, en recréant sans arrêt, de manière indéfinie, les mêmes difficultés et les mêmes discriminations. Refus d'accès au logement social, nous le savons, ça a été démontré. Refus de reconnaître la domiciliation. La domiciliation qui, vous le savez, emporte de nombreux droits, notamment des droits d'accès aux droits sociaux. Cette domiciliation qui est refusée aux parents de ces enfants a pour conséquence que ces enfants qui vivent dans ces bidonvilles sont finalement considérés quelque part comme transparents, comme inexistants, comme n'étant pas des êtres humains. Comment ça se manifeste? Quand un bidonville s'installe, et je ne suis pas ici pour discuter de la légalité des conditions dans lesquelles les bidonvilles s'installent sur un terrain public, sur un terrain privé. Ils s'installent où ils peuvent. Si déjà on commençait par respecter un certain nombre de lois, à commencer par la loi Besson, peut-être aurait-on davantage d'aires de stationnement organisées, raccordées à l'eau potable, raccordées à l'électricité, présentant des conditions sanitaires minimales qui empêcheraient, qui limiteraient, qui réguleraient les difficultés que nous rencontrons. Refus de raccordement à l'eau potable. On s'installe, mais tout de suite le maire coupe l'eau. Refus de raccordement à l'électricité, d'où des raccordements sauvages. Refus d'équipement anti-incendie. Refus d'installation de toilettes. Refus de ramassage des ordures ménagères. Enfin, ce qui fait le fondement même des conditions matérielles élémentaires de vie, en particulier pour ces enfants. Donc ce droit à la vie familiale normale leur est nié par l'État. J'accuse l'État de ne pas respecter le droit des enfants roms à mener une vie familiale normale, droit pourtant protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le droit à l'éducation. Comment est-il possible, dans ce pays, que 70% de ces enfants ne soient pas scolarisés, alors même qu'ils ont entre 6 et 16 ans l'âge de la scolarité obligatoire pour tous les enfants qui résident sur le territoire de ce pays? Comment est-il possible que, lorsque des enfants sont quand même accueillis dans des écoles, par la conséquence du déracinement des expulsions permanentes, ils se retrouvent à des dizaines de kilomètres, ne peuvent plus retrouver leur école, leurs camarades, leur milieu de vie qui se sont construits, et se voient ainsi nier le droit non seulement fondamental d'accéder à l'éducation, mais aussi celui de pouvoir mener une vie tout simplement privée, d'enfants, une vie enfantine normale au milieu de leurs camarades d'école.
J'accuse l'État, par la multiplication des expulsions de campements, organisées sans aucune préparation, en particulier sans aucun respect des dispositions de la circulaire de 2012, aucune préparation ni par rapport au relogement, ni par rapport à la scolarité nécessaire des enfants, de porter ainsi gravement atteinte à leur droit fondamental à l'éducation. Droit à la santé. Peut-être est-ce encore plus grave. Peut-être est-ce le plus grave. Comment est-il possible que ces personnes, ces enfants, et ça a été très bien expliqué par l'expert qui est venu témoigner tout à l'heure, n'aient pas accès à la vaccination, au dépistage, à la médecine scolaire, parce que la déscolarisation entraîne tout ceci. Mais qu'avant même d'entrer dans l'âge scolaire, entre la toute petite enfance, 0 et 6 ans, un très grand nombre d'entre eux n'aient même pas accès au centre de protection maternelle et infantile, qui permet effectivement de garantir à tout être humain vivant dans ce pays le droit fondamental d'accès à la santé, le droit fondamental d'accès aux soins. Alors c'est vrai que lorsque ces enfants sont malades, bien sûr qu'on les soigne, bien sûr que notre système hospitalier permet l'accès aux soins lorsque ces enfants se présentent dans les établissements en question. Mais ils ne sont pas suivis comme ils devraient l'être. Des maladies graves ne sont pas dépistées comme elles devraient l'être. On multiplie les hypothèses de maladies transmissibles, comme par exemple la tuberculose, et finalement, on porte atteinte à l'état sanitaire de ces enfants, à l'état sanitaire de ces familles, et au-delà, à l'état sanitaire de l'ensemble des personnes qui vivent et résident sur le territoire français. Donc je dis que ce droit à la santé ne l'aurait pas respecté comme il devrait l'être, du fait, là encore, des agissements de l'État dans ce pays. Enfin, le droit à la protection de l'enfance. Alors là, peut-être on atteint au plus absurde des faits. Il a encore été très bien mis en exergue par nos experts tout à l'heure. Cet incroyable renvoi entre, et je plains Madame l'avocat, de l'État et des collectivités territoriales de devoir à la fois défendre l'un et les autres, puisqu'on nous a expliqué tout à l'heure qu'en réalité, entre l'ASE d'une part et la protection judiciaire de la jeunesse, on se renvoie en permanence la responsabilité de la situation de ces enfants, pas assez délinquants pour relever de la PJJ, mais pas assez en danger pour relever de l'ASE, et qui finalement ne sont pris en charge ni par les uns ni par les autres, ou qui, lorsqu'ils sont pris en charge comme délinquants, sont surincarcérés, sont considérés comme n'ayant sans doute pas l'âge qu'ils prétendent avoir, sont traités comme des adultes qu'ils ne sont pas, et se retrouvent en définitive dans une situation dans laquelle, là encore, on leur nie le droit à la protection de l'enfance. Finalement, jamais reconnu victime, finalement, jamais reconnu enfant. Alors, le ministère public doit requérir, au nom de la société, contre l'État et les collectivités locales accusées, une peine. Je vais peut-être vous étonner, mais moi je vais requérir contre l'État représenté par quelqu'un qui disait le 1er mars 2013, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, il est aujourd'hui Premier ministre de ce pays, je cite, « Les Roms ne souhaitent pas s'intégrer dans notre pays pour des raisons culturelles ou parce qu'ils sont entre les mains de réseaux versés dans la mendicité ou la prostitution. Je partage les propos du Premier ministre roumain Victor Ponta, qui a assuré que les Roms ont vocation à rester en Roumanie ou à y retourner. » Eh bien, cet État, qui qualifie ainsi les enfants roms représentés à la barre de ce tribunal par Maître Henri Leclerc, cet État doit être déclaré coupable de discrimination. C'est ce que je viens vous demander. Quelle sanction ? J'y ai réfléchi. Et je crois que la sanction la plus intelligente que je puisse proposer au tribunal, c'est tout simplement de faire application des dispositions de l'article 469-1 du Code de procédure pénale, renvoyant aux dispositions de l'article 132-60 du Code pénal, c'est-à-dire de prononcer une déclaration de culpabilité contre l'État et les collectivités territoriales et d'ajourner le prononcé de la peine à une durée d'1 an, comme le Code le prévoit, en faisant application de l'article 132-66 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire
en enjoignant à l'État et aux collectivités territoriales de mettre un terme aux discriminations qui ont été ici dénoncées et que vous allez retenir comme élément de culpabilité contre les accusés, sous astreinte, prévue par l'article 132-67 du Code de procédure pénale, et avec exécution provisoire, comme vous le permet l'article 132-68 du même Code de procédure pénale. J'ai l'honneur, Madame le Président, messieurs du tribunal, de vous demander de bien vouloir déclarer l'État et les collectivités territoriales coupables des délits qui leur sont reprochés sur le fondement de l'ensemble des textes qui ont été visés dans l'acte d'accusation, et bien sûr en particulier et d'abord sur le fondement de l'article 225-1 du Code pénal, de requérir une déclaration de culpabilité et un ajournement du prononcé de la peine avec exécution provisoire, injonction de mettre un terme à l'ensemble des discriminations dénoncées, qu'il s'agisse des discriminations portant sur le droit à la vie familiale stable, à la protection du domicile, à l'accès aux dispositifs de logement social, du droit à l'éducation, du droit à la santé et à la protection sociale, et du droit à l'accès aux dispositifs de protection de l'enfance en danger. Maître. Vous avez la parole pour la défense de l'État et des collectivités locales. Madame, Monsieur du tribunal, j'ai juré comme avocate d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté cette mission, pour laquelle j'ai été commise d'office. Je l'ai acceptée parce que mes clients jouent un rôle fondamental dans la question de la protection des citoyens qui résident et demeurent sur le territoire français. Je dois, en préambule, rappeler que l'État, qui est le plus cité de mes clients, garantit l'exécution des décisions de justice, a pour mission essentielle la lutte contre l'exclusion et assure la cohésion sociale. Je dois également rappeler que les communes, elles, assurent la vie de la cité, la tranquillité publique, la sécurité publique. Et je dois enfin rappeler que les départements, comme je le disais tout à l'heure pendant cette audience, sont en charge notamment de la protection de l'enfance et des services de secours comme les services d'incendie. C'est pour rappeler qui sont mes clients que je défends aujourd'hui, sans oublier bien sûr le contexte dans lequel je les défends, ce contexte d'augmentation permanente du nombre de personnes roms sur les territoires français, ce contexte où l'État qu'on voulait État-providence est aujourd'hui en pleine crise économique, ce contexte enfin où les Français, le peuple français récemment sondé, juin 2015, sondage IFOP, affirme à 79% être favorable au démantèlement des campements. Il ne m'a pas été simple de préparer la défense de mes clients. Je n'ai eu qu'une seule instruction, qu'une seule directive qui est la dernière en date, sauf erreur de ma part, à savoir la déclaration de Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, qui m'a donné la directive suivante. Ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en confrontation avec les populations locales. C'est illusoire de penser qu'on réglera le problème des populations roms à travers uniquement l'insertion. Il n'y a pas d'autre solution que de démanteler ces campements progressivement et de reconduire ces populations à la frontière. Les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Voilà les directives que j'ai reçues pour préparer la défense de mes clients dans le cadre de ces accusations qui sont formulées à leur encontre. Et j'ai eu un complément de directive très récemment par le préfet d'Île-de-France qui, comme vous le savez, et qui est donc l'un de mes clients, est en charge notamment de l'hébergement d'urgence des familles qui sont éventuellement privées d'habitat. Monsieur Parenco, très récemment nommé, m'a précisé que même les salopards sont des êtres humains. Alors, c'est à la lumière de ces directives que je voudrais vous dire que je n'ai pas besoin
de plaider longuement la défense de mes clients, car à mon sens, la vérité a jailli de l'audience, la vérité étant que les faits qui sont reprochés à mes clients ne sont pas constitués. Je vais non pas vous démontrer, puisque cela est évident, mais simplement vous rappeler les efforts si nombreux qui sont faits par l'État et les collectivités territoriales au soutien de ces personnes, ces parties civiles qui ne représentent que 0,62% de la population française et pour qui on fait tant aujourd'hui dans notre pays qui, je le rappelle, est en crise. Alors quand ces familles ont un domicile, plusieurs dispositifs existent et ont été mis en œuvre, quasiment un chaque année depuis ces dernières années. Et je vais simplement les citer pour ne pas alourdir votre audience. 2010, l'ADIAL, délégation interministérielle pour l'hébergement et l'accès au logement. C'est un service qui dépend de plusieurs ministères et qui a vocation à aider les familles depuis les questions d'hébergement jusqu'à la lutte contre l'habitat indigne. 2011, création du défenseur des droits, on en parlait tout à l'heure, qui a vocation effectivement à aider les administrés, tous les administrés, de manière simple, directe et gratuite lorsqu'ils rencontrent une difficulté, quelle qu'elle soit, avec les différentes administrations. 2012, circulaire interministérielle qui avait vocation à mobiliser les différents services de l'État le plus en amont possible des expulsions pour prévenir les situations dramatiques qui peuvent en résulter et rassembler tous les partenaires ainsi que tous les fonds disponibles afin de trouver des solutions. 2014, la loi Allure qui est venue là encore améliorer le dispositif des expulsions et prolonger la trêve hivernale. Chaque année, l'État fait un effort pour avancer sur ces questions et pour protéger un peu plus ces populations. À chaque expulsion, vous observerez d'abord qu'effectivement leur nombre est en diminution. Il faut quand même le dire avec tous les reproches qui ont été faits sur ce domaine. Mais surtout, il n'y a quasiment plus d'expulsion sans décision de justice. Or, un propriétaire de terrain est libre de saisir le juge garant des libertés ou alors d'aller frapper à la porte de son maire pour lui demander un arrêté d'expulsion qui privera les familles de tout débat. Aujourd'hui, les expulsions qui ont lieu sont des expulsions qui ont donné lieu à un débat devant le juge garant des libertés, qui ont donné lieu pour les familles à l'exercice de leurs droits, à l'accès à leurs droits. Le dispositif de l'aide juridictionnelle a été considérablement aménagé pour que ces familles aient un avocat de manière immédiate. Le jour où elles demandent un avocat, elles l'obtiennent et leur défense peut être brillamment organisée. Tous les recours peuvent être exercés et évidemment, l'expulsion n'aura pas lieu avant que ces différents recours soient exercés. Donc là encore, l'État a garanti et garantit quotidiennement l'exercice des droits fondamentaux de ces familles lorsqu'elles ont un domicile et lorsqu'elles rencontrent des difficultés à l'occasion de leurs différentes situations. Et lorsqu'elles n'ont pas de domicile, elles ont depuis 2007 le dispositif DALO, dont nous avons parlé lors de cette audience, qui impose à l'État une obligation de résultat pour accéder au logement. Nous n'avons absolument pas parlé aujourd'hui, et c'est fort dommage, des villages d'insertion qui sont aujourd'hui mis en place pour aider les familles à trouver des solutions. Bien évidemment, l'hébergement d'urgence, là vous avez eu des témoignages à ce sujet qui vous montrent bien justement que quand les familles le souhaitent, elles peuvent être prises en charge dans des hôtels et que cela leur permet d'avancer dans leur trajectoire d'insertion. L'État et les collectivités territoriales, les communes, les départements font front dans l'organisation des besoins de ces familles, dans l'amélioration des conditions de vie effectivement anormalement précaires et font avancer chaque année les dispositifs pour améliorer ces situations. Concernant l'école, l'obligation scolaire de l'État et des communes est aujourd'hui remplie. Je vous mets au défi, et je n'ai pas vu à cette audience un quelconque exemple d'un dossier complet qui ait été déposé pour l'inscription d'un enfant et que cette inscription n'ait pas abouti. Il y a même, au-delà de cette obligation scolaire, des besoins spécifiques qui sont entendus avec des classes d'adaptation, on en a parlé à cette audience, les UP2A, qui permettent une meilleure insertion des Roms lorsqu'il y a une difficulté de langage ou bien un retard dans l'apprentissage.
Mais surtout, s'il y a 70% d'enfants non inscrits à l'école, comme vient de le dire monsieur le procureur, où sont les recours? Où sont les procédures? Je viens de vous démontrer que les familles, les parties civiles sont tout à fait à même d'exercer leurs droits. Il n'existe pas aujourd'hui de procédure. Et finalement, qu'est-ce qu'on réalise lorsqu'on souligne cette réalité? Qu'il n'y a quasiment aucune procédure sur ces difficultés scolaires. C'est que la question de l'école, c'est la question des associations, c'est la question des militants, mais ça n'est pas la question des familles, parce que finalement, la volonté des familles, elle est ailleurs. Et finalement, on l'a bien compris, on veut aujourd'hui faire de la procédure pour faire de la politique, venir devant les tribunaux, soulever des débats, mais certainement pas en conformité avec la réalité des familles. Et ce que j'observe, et ce que l'on observe au quotidien, au travers des services sociaux qui se déplacent sur les bidonvilles pour venir en aide auprès des familles, eh bien, c'est que les familles ne souhaitent pas que les enfants aillent à l'école, préfèrent les utiliser pour des activités de mendicité, voire de prostitution. Et on a donc bien compris que dans ces conditions, autant elles sont capables d'exercer des recours pour des questions de logement, autant elles ne le font pas pour les questions de l'école. Et là, votre juridiction ne se laissera pas instrumentaliser sur cette question. La volonté des associations aujourd'hui est clairement d'aller au-delà de ce que veulent les familles elles-mêmes, et ça n'est pas de répondre à cette absence de volonté de scolariser les enfants. Concernant la santé, enfin, je serai très brève, le dispositif universel de couverture universelle de maladies est valable pour tout un chacun à partir du moment où il réside 3 mois de manière régulière pendant 3 mois en France. Il y a l'AME lorsque les ressources sont insuffisantes, et surtout même quand il n'y a pas de séjour régulier, eh bien il y a une prise en charge des soins urgents. Tous ces dispositifs qui existent s'appliquent évidemment aux familles roms, sont en place, et la prévention est faite. Les bus, les associations qui sont subventionnées par l'État se rendent sur les bidonvilles et orientent les familles vers ces dispositifs qui sont tout à fait adaptés et qui, au demeurant, sont les mêmes que pour n'importe quel Français. Et c'est là que j'en viens sur la deuxième partie de mes observations, qui est que la France, l'État français, les collectivités territoriales qui ont toutes ces bonnes pratiques, toutes ces bonnes conduites au soutien de la réponse aux besoins de ces populations, restent dominées par le pacte républicain qui suppose une égalité stricte entre ces résidents, entre les Français. La loi est la même pour tous. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui me reprocher qu'il n'y ait pas de dispositif spécifique pour répondre aux besoins spécifiques de cette minorité sur le sol français, alors même que la loi est la même pour tous et que l'exemple de la santé est flagrant. Les textes sont là, les dispositifs fonctionnent et il n'y a pas de carence ou d'actes discriminatoires avérés, précisément parce que justement l'État veille à ce que la loi soit la même pour tous. Simplement, une fois que l'on a veillé à ce que la loi soit la même pour tous, l'État se trouve à devoir mettre en balance et concilier, conjuguer à la fois la sécurité des familles roms qui vivent sur ces campements, qui ne sont pas sans rappeler de sombres heures de notre histoire commune, et la sécurité des riverains. En ce qui concerne la sécurité des familles qui vivent sur ces campements, je voudrais quand même qu'on rappelle le caractère totalement ignoble des conditions de vie sur ce bidonville. On a parlé des bidonvilles comme étant un lieu joyeux, de famille, mais on ne parle pas de la criminalité, on ne parle pas des incendies, on ne parle pas des conditions sanitaires atroces, et les militants voudraient que ces conditions perdurent, soient installées, soient validées par les services de l'État qui lui-même est en charge justement de la sécurité de ces familles et au nom de la sécurité de ces familles ne peut tolérer de telles conditions de vie. C'est précisément parce que l'État ne sera jamais complice de conditions de vie aussi indignes pour les familles, qu'il faut accepter, endosser la responsabilité de démantèlement et d'évacuation de ces installations qui ne sont absolument pas conformes à la dignité de ces familles. Finalement, ces familles subissent les expulsions parce que
on les fait perdurer dans cette illégalité. La décision de justice est rendue, on leur dit restez, attendez, et après on vient vous expliquer pendant de nombreuses heures devant votre bar qu'une expulsion c'est traumatisant parce qu'on n'a pas préparé ses affaires, parce qu'on est parti à l'école et quand on est rentré il n'y avait plus rien, mais on est prévenu depuis des mois et des mois de la décision d'expulsion. On est prévenu qu'il n'y a plus de recours. On a un avocat, on a des associations, on a accès à toutes ces informations, à tous ces droits. Et on vient vous dire que c'est un traumatisme parce qu'on a refusé de préparer cette expulsion. En aucun cas, vous ne devez vous laisser instrumentaliser. En aucun cas, vous ne devez perdre de vue les questions de sécurité que pose la présence des familles sur un campement pour les riverains, la tranquillité des riverains, les droits de propriété, droits fondamentaux du propriétaire du terrain qui se trouve spolié de son bien. Et que dire des squats quand des familles roms s'installent dans des immeubles qui avaient vocation à être réhabilités pour en faire des logements sociaux alors qu'il y a des centaines et des centaines de familles qui attendent pour obtenir un logement social. Et si nous laissions faire, si l'État et les collectivités laissaient faire de telles situations, laissaient perdurer, eh bien, ce serait la guérilla urbaine, comme ça l'a été à Marseille, lorsque des riverains sont allés mettre le feu aux installations d'un bidonville. Alors voilà, l'État et les collectivités locales conjuguent ces impératifs de sécurité et se heurtent ensuite à une limite qui est celle de l'opinion française. En effet, nous sommes devant le tribunal de l'opinion et l'État est limité par les textes. Et les textes sont la volonté du législateur. La volonté du législateur est le reflet de l'opinion française. Aujourd'hui, l'outil, les textes ne vont pas plus loin que ce qu'ils sont et n'ont pas désacralisé le droit de propriété, n'ont pas inclus dans la notion d'habitat le cabanon d'un bidonville. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui accuser l'État et les collectivités territoriales sur la base de faits qui ne peuvent pas être autrement en l'état des outils du droit, sont des limites. Ces outils sont des limites à l'action. L'État est de bonne volonté, les collectivités voudraient tout faire, mais sont à un moment limités par les textes tels qu'ils sont. Et celui qui fait les lois, c'est précisément l'électeur qui est dans cette salle. C'est celui qui se rend aux urnes. Et ça n'est absolument pas les services territoriaux et nationaux. Et puis au-delà de cette limite qui est fondamentale, il y a la limite européenne. Vous avez compris que cette question de la présence des familles roms sur le sol français est une problématique qui vient d'au-delà des frontières de la France, qui concerne l'ensemble de l'Europe, qui concerne en premier chef la Roumanie et la Bulgarie. Où sont-ils? Où sont ces pays qui sont les premiers responsables parce qu'ils persécutent leur population sur leur sol et que ces populations sont obligées de fuir leur pays d'origine pour venir en France? Et on voudrait que ce soit la France qui soient coupables de leurs conditions de vie indignes, alors qu'elles mobilisent déjà tellement de moyens au soutien de ces familles. Et que la Roumanie ne fait rien pour ces familles, la Bulgarie non plus. Et on vient aujourd'hui poursuivre l'État, les collectivités territoriales, départementales. Et pourquoi est-ce qu'on ne poursuit pas la Roumanie? Pourquoi est-ce qu'on ne poursuit pas la Bulgarie, qui sont les auteurs premiers des faits que vous avez à juger aujourd'hui? La France est seule à cette barre. La France est seule et vous constaterez que finalement, face à la menace réelle que constitue la présence de ces familles sur le sol français, face aux troubles à l'ordre public français, la France n'a d'autre choix que d'assurer la protection de ses ressortissants. Elle reste évidemment soucieuse des droits de l'homme. Oui, c'est le pays des droits de l'homme. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est pour ça qu'on continuera à créer des institutions, à faire des projets, des lois qui protègent les droits fondamentaux. Mais vous reconnaîtrez que l'action de l'État, l'action des collectivités n'est que la légitime défense des libertés et des droits fondamentaux de chacun des Français. Et c'est sur ce fondement de la légitime défense que vous relaxerez l'État, les collectivités territoriales, des poursuites. La Cour va... J'allais annoncer que le tribunal allait se retirer pour délibérer et exhorter la salle à applaudir Julie Bonnier qui a
si bien honoré son serment d'avocat, mais je n'ai pas eu besoin de le demander. Nous savons tous que la justice ne serait rien s'il n'y avait pas les avocats dans notre société démocratique.